Ça fait plusieurs mois que les États-Unis encerclent de plus en plus militairement le Venezuela. Notamment, il y a tout un siège maritime qui est de plus en plus mis en place autour du Venezuela. Le Venezuela qui est sous blocage. Alors non, en vrai, depuis la guerre en Ukraine, le blocage il s'est légèrement allégé parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quand même pas mal d'avoir du pétrole vénézuélien et de pouvoir l'acheter. Parce qu'en fait, si tu fous des sanctions sur quelqu'un à qui tu veux acheter du pétrole, ben en fait, ça fonctionne pas trop parce que tu as des sanctions, t'es pas censé en acheter du coup. Au début de la guerre en Ukraine, ils ont un peu allégé les sanctions contre le Venezuela en mode on veut quand même votre pétrole s'il vous plaît. Mais voilà, le Venezuela reste quand même hautement sous sanctions, un pays qui historiquement est la cible de l'impérialisme états-unien parce que, bah, encore une fois, ils ont du pétrole. Et donc ça fait plusieurs mois que les pressions des États-Unis s'intensifient contre le Venezuela, avec plusieurs déjà points de discours de la part de Donald Trump, qui commence à parler de plus en plus de narcoterroristes vénézuéliens. Notamment, un des points de propagande, c'est que vous savez, donc il y a une immense crise des opioïdes aux États-Unis, et ils disent que le Venezuela est un narco-État qui est responsable de l'importation de fentanyl aux États-Unis. Le Venezuela ne produit pas de fentanyl. Mais c'est en fait la technique de Donald Trump dans sa nouvelle mandature. C'est un peu la technique historique des États-Unis, mais ça c'est en termes de discours, c'est devenu encore plus saillant sous la dernière mandature de Trump, sous la mandature actuelle de Trump, ce qui est de utiliser le prétexte du narcotrafic, enfin plutôt d'abord de recoder le narcotrafic en narcoterrorisme, donc de désigner ça comme du terrorisme, même de désigner la drogue comme une arme chimique, et donc de justifier une politique antiterroriste, c'est-à-dire globalement on tue à vue et on envahit à vue et on impose des guerres coloniales à vue, sous le simple prétexte de suspicion que peut-être qu'il y a des dealers de drogue par chez vous et on sait pas, on n'a pas vérifié parce que le but c'est surtout de détruire votre pays. C'est ce qu'on avait vu, on en avait parlé lorsqu'on avait parlé du Mexique, et notamment de la manifestation des boomers qui se sont fait passer pour la génération Z et qui avait beaucoup dans leur point de discours le fait que Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, était une narco-présidente d'un narco-État, etc. Bon, alors le Mexique, il y a des cartels de drogue, des trucs comme ça, la plupart des drogues qui arrivent aux États-Unis transitent par le Mexique. Pourquoi? Parce que c'est une frontière terrestre en fait. Donc c'est plus facile de rentrer aux États-Unis par une frontière terrestre que par la frontière maritime qui sont deux océans. Et donc forcément ça tombe sur le Mexique. Après ça veut pas dire qu'il n'y a pas des cartels de drogue au Mexique, ça veut pas dire qu'il y a pas un immense problème de criminalité. Mais on voyait comment Trump avait commencé au tout début de sa mandature à qualifier et désigner les gangs de narcotrafiquants comme des organisations terroristes. Ce qui justifie, je vous renvoie encore à mes autres reacts et best-of sur les déportations massives que Trump a mis en place, où le prétexte de l'appartenance supposée à un gang a été la justification parfaite pour déporter n'importe quelle personne avec un nom un petit peu latino et qui porte des tatouages. Et notamment, ça avait été le cas dont j'avais parlé de Kilmar Abrego Garcia, qui avait été déporté au Salvador, enfin qui avait été, oui, déporté au Salvador, parce qu'il avait des tatouages et que en fait, c'était suffisant pour l'accuser d'appartenir à un gang salvadorien, alors même que lui-même avait fui les gangs salvadoriens. Donc il était victime des gangs et il a été accusé là. Bref, envoyé à la prison, à la méga prison de propagande du Salvador, dont je vous ai parlé en long, en travers, et globalement le retour massif du fait concentrationnaire aux États-Unis, avec ce prétexte-là de guerre contre la drogue, qui est recodé en guerre contre le terrorisme. Et c'est là où on voit où l'intérêt, encore une fois, de la désignation de terroriste, c'est pour pouvoir abolir le droit. À partir du moment où tu désignes un terroriste, tu désignes des cibles que l'on peut attaquer de façon totalement extrajudiciaire. Et c'est ce qui a commencé à se passer avec le Venezuela. Là, ça fait en gros plusieurs mois que les États-Unis abattent en eau internationale, ce qui est un crime, des bateaux qui sont accusés, soupçonnés d'être des bateaux qui transportent de la drogue. Southern Command released this. Ce sont des bateaux de migrants. Frappe américaine dans les cas. Ah ben voilà. La famille du pêcheur colombien tué porte plainte contre Washington. La famille d'Alejandro Carranza a porté plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, basée à Washington, pour réclamer des comptes à l'administration américaine, en particulier au ministre de la Défense Pete Hegseth, accusé de coordonner les frappes. Puisqu'en fait, il y a plusieurs bateaux qui, alors, encore une fois, hein, spoiler alerte, un bateau qui comporte autant de personnes à son bord, soit un bateau de migrants, soit un bateau de pêche. Parce que par définition, si tu transportes de la drogue, tu veux en transporter un maximum. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des drogues qui arrivent par bateau arrivent par des containers sur des bateaux très très classiques, et que le trafic généralement passe par la corruption des dockers dans les ports, etc. Des agents des douanes également. Faut-il rappeler qu'il y a beaucoup de cas de policiers états-uniens dont on a découvert que c'était eux qui passaient de la drogue de la frontière du Mexique aux États-Unis, parce que en fait ça implique une corruption justement des frontières de faire passer la drogue, et qu'en fait comme tu as besoin d'en faire passer une grande quantité, tu préfères du coup les containers plutôt que des micro-bateaux qui en plus sont extrêmement je veux dire, enfin, va traverser le golfe du Mexique, c'est quoi, t'as un ouragan, enfin bref, genre c'est pas des bateaux comme ça qui transportent de la drogue. Bref, ce ne sont pas ces bateaux-là qui transportent de la drogue. Et donc quand il y a autant de gens à bord, soit c'est des bateaux de migrants, soit c'est des bateaux de pêche. Et là en l'occurrence, du coup, visiblement, c'est des bateaux de pêche. Et là en l'occurrence, c'était un Colombien. Oui, parce que globalement, en fait, les États-Unis mettent en place une politique de terreur contre la Colombie, le Venezuela, en fait contre tous les pays d'Amérique latine qui sont vaguement de gauche et qui ont des ressources qui les intéressent. Donc globalement,
ils voient un bateau dans les Caraïbes, etc. Ils s'en battent les couilles si les Colombiens au Venezuela, ils l'attaquent. Et donc là, ils dénoncent une exécution extrajudiciaire, la famille d'un pêcheur colombien tué lors d'un bombardement des forces armées américaines contre des supposés narcotrafiquants dans les Caraïbes, a porté plainte contre les États-Unis devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, basée à Washington, a-t-on appris mercredi. Le 15 septembre, Alejandro Carranza, parti pêcher en haute mer depuis la ville de Santa Marta, donc au nord de la Colombie, I guess, et a été retrouvé mort quelques jours plus tard, ont déclaré ses proches à l'AFP en octobre. Nous savons que Pete Hegseth, secrétaire à la défense des États-Unis, est responsable d'avoir ordonné le bombardement de bateaux comme celui d'Alejandro Carranza Medina et l'assassinat de toutes les personnes qui se trouvaient à bord, indique la plainte à laquelle l'AFP a eu accès. Aux États-Unis, le sujet est devenu très sensible. Il a déjà provoqué la démission de l'amiral Alvin Hosley, le commandant des forces américaines pour l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Des commissions d'enquête ont déjà été lancées par la Chambre des représentants et le Sénat américain sur une frappe dans les Caraïbes le 2 septembre qui a fait plusieurs morts. Ça, c'était celle qu'on avait vue justement à l'époque dans le Vu. Cette attaque constitue un crime de guerre, a déclaré sur X le sénateur démocrate de Virginie, Tim Kaine. Et en fait, c'est ça qui se passe depuis plusieurs mois. Les États-Unis abattent et se vantent d'abattre des bateaux de pêche qu'ils font passer pour des bateaux de drogue. Et même parfois, en vrai de vrai, c'est aussi il peut y avoir aussi là-dedans des bateaux de migrants, etc. Mais c'est plutôt des bateaux de pêche. En fait, souvent, c'est difficile de savoir lesquels c'est jusqu'à ce que, comme dans ce cas-là, quelqu'un dont c'est la famille qui est en mode pourquoi tout le monde est mort alors qu'ils étaient censés partir pêcher se signale et dit coucou, c'était des pêcheurs. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment dans les relations des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine. Et donc, ça arrivait à une escalade telle que, donc on a vu les images récemment sur le Vu où les États-Unis ont fait un acte de piraterie contre un bateau vénézuélien, un pétrolier, donc dans un acte de piraterie complètement illégal, voilà, les pirates des Caraïbes, PTDR, et bref, intensifient leur pression et leur menace militaire. Il y a aussi tout un, comment dire, les États-Unis ont déjà positionné beaucoup de bateaux de guerre autour et à l'extérieur, bien évidemment, mais autour des eaux territoriales du Venezuela. On sait que ça fait un bon petit moment que les États-Unis se préparent à décréter une attaque contre le Venezuela. Et donc ça en arrive là. Donc Donald Trump agite la menace de frappe terrestre contre le Venezuela. Sous pression diplomatique et militaire, le Venezuela de Nicolas Maduro est de nouveau ciblé par Washington. Comme le rapporte CNN, Donald Trump n'exclut pas des opérations militaires au sol. Donc opération militaire au sol, ça veut dire une invasion. C'est comme ce que fait la Russie en Ukraine. La tension monte encore d'un cran entre Washington et Caracas, la capitale du Venezuela, alors que l'armée américaine maintient une pression constante sur le Venezuela. Ça s'appelle un siège. Ça s'appelle un siège et des assassinats ciblés. C'est une pression constante, c'est un siège, bref. Donald Trump a ouvertement évoqué la possibilité de frappes militaires terrestres contre le pays. Nous commençons maintenant par voie terrestre. C'est beaucoup plus facile et cela va commencer à se concrétiser, a déclaré le président américain cité par CNN, laissant entendre une mise en œuvre des frappes terrestres contre des gens horribles. Interrogé sur les moyens dont disposerait le Venezuela pour éviter de telles frappes, Donald Trump est resté évasif. Donc on lui pose la question de mais quand même le Venezuela ils ont une armée et tout, genre il peut y avoir match s'il y a guerre. Donald Trump est resté évasif. Je ne veux pas dire ça, a-t-il répondu, avant de réitérer sa menace. Il ne s'agit pas seulement de frappes terrestres contre le Venezuela, il s'agit de frappes terrestres contre des gens horribles. C'est des méchants qui importent de la drogue et tuent notre peuple. Vous voyez tout le discours, encore une fois, il suffit de porter une accusation sans aucun fondement liée au narcotrafic, et du coup, tu peux utiliser le prétexte du terrorisme, voire même, du coup, en fait, le terrorisme, ça veut dire quoi? De l'agression militaire. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire? Le problème des États-Unis, c'est que on sait qu'il faut pas les attaquer. Parce que quand même, les États-Unis, historiquement, étaient censés avoir pour principe que tant que eux, ils étaient pas attaqués, ils rentraient pas en guerre. Ça, c'est la vieille doctrine du XXe siècle, en fait, qui était en cours pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils disaient non, on va pas se mêler des guerres des Européens, oh là là, ils appellent ça la Grande Guerre, là, non, on va pas s'en mêler, sauf si on peut justifier que nous-mêmes on a été attaqués, et du coup, oh là là, on va orchestrer l'attaque, l'attaque d'un navire, oh là là, voilà, comme pour Pearl Harbor. À partir du moment où Pearl Harbor est attaqué, les États-Unis disent on est attaqué, du coup, ça justifie la guerre, et on va ouvrir les portes de l'enfer sur, etc., etc. Bien non, ça c'était Netanyahou. Bref, ça c'est un petit peu l'espèce de mensonge habituel sur la politique extérieure états-unienne, mais quand même, c'est parce que c'est comme ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur la propagande de guerre, c'est que pour justifier une attaque, il faut la justifier par la défense. Et personne ne justifie la guerre par l'agression. Tout le monde justifie la guerre par la défense. Même la Russie contre l'Ukraine, ils la disent pour la défense de l'intégrité russe, parce que oh là là, les Ukrainiens, peut-être qu'ils vont rentrer dans l'Union Européenne ou dans l'OTAN, etc. Après, vous avez capté. Et donc là-dessus, à partir du moment où le Venezuela n'attaque pas les États-Unis doivent créer de toutes pièces l'idée selon laquelle le Venezuela les attaque. Comme ça,
leur revanche peut être parfaitement considérée comme légale et légitime. Donc c'est pour ça que lorsqu'ils parlent de terrorisme, c'est bien de dire terrorisme, mais il faut bien prouver que les terroristes frappent le sol états-unien, et donc ils disent bah, c'est très très simple. Si on change les définitions des mots, ça peut rentrer. Si on considère que la drogue en fait c'est une arme chimique et que du coup les gens qui meurent d'overdose de fentanyl, c'est pas notre responsabilité, c'est pas nous qui devons faire de la prévention, mais c'est les méchants qui nous envoient de la drogue comme action terroriste et en fait ce sont des armes chimiques, là on peut dire que même si on n'a aucune preuve que le Venezuela est responsable des importations de fentanyl, car le Venezuela n'est pas responsable des importations de fentanyl, le Venezuela ne produit pas de fentanyl, ils font pas de drogue, bref. Même si on n'a aucune preuve, on peut simplement dire que c'est eux qui importent la drogue, grâce à laquelle on a rendu notre peuple addict pour, bref, la crise des opioïdes, je vous le rappelle, fais pas le truc, etc. Et que du coup, en fait, c'est finalement eux qui tuent notre peuple, et donc c'est un acte d'agression. Et donc, comme c'est un acte d'agression, du coup, on peut les pilonner et surtout récupérer leur pétrole. Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis viennent d'annoncer de nouvelles sanctions visant les membres de la famille du président Nicolas Maduro, ainsi que des navires que le pays accuse de transporter du pétrole vénézuélien. Donald Trump n'a toutefois pas précisé si de nouveaux actifs pétroliers vénézuéliens seraient saisis, moralisant au passage les journalistes. Ce ne serait pas très judicieux de ma part de vous dire ça, leur a-t-il en effet suggéré. Il a dit ah bah ce sera un petit peu con, ça risquerait d'admettre qu'on fait ça pour le pétrole. Et donc ce qui a amené Jon Stewart à faire des petites comparaisons, parce qu'il y a beaucoup de parallèles historiques. Il y a énormément de parallèles historiques en ce moment. Mais genre vraiment des parallèles historiques assez dingues entre l'Irak et le Venezuela. Ils essayent de nous faire croire que l'Irak, c'était complètement différent. Un pays dirigé par un fou moustachu brandissant un sabre et tenant son peuple d'une main de fer. Nicolas Maduro n'a rien à voir avec ça. Oh merde. Après, c'est vrai que ça aide pas Nicolas Maduro. C'est vraiment, les latinos, vous pouvez arrêter d'avoir un passing ambigu là. Encore une fois, vraiment. Après, bon, Nicolas Maduro donne de l'espoir aux Arabes qui veulent se faire passer pour latinos, quoi. Alors bon, désolé, mais en fait, ça vous montre à quel point l'Amérique latine, c'est le Moyen-Orient des États-Unis, en fait. Techniquement, la France partage une frontière avec le Venezuela. Oui, on a tendance à l'oublier, mais la France est extrêmement concernée par ce que fait Trump au Venezuela. Mais bon, de toute façon, Macron aussi. Les couilles, quoi. Coïncidence superficielle. Même sabre, même moustache. Je suis sûr que les chapeaux étaient différents. Oh merde. Les mêmes chapeaux. Après, ça, c'est la partie drôle du truc. C'est pas l'épée de Bolivar, il me semble que oui. Bah oui, l'épée de Bolivar. Bolivar, c'est pas en Colombie. Bolivar, c'est le libertador de notamment une grosse partie du nord de l'Amérique latine. Amérique latine hispanophone, hein, pas lusophone. Donc pas le Brésil en fait du coup. Et la révolution de Chavez, la révolution citoyenne, car Chavez a été élu démocratiquement, c'était considéré comme la révolution bolivarienne. En fait, Bolivar, c'est la figure qui rassemble les gauches latino-américaines en règle générale. Et en effet, l'idéal de la Grande Colombie, mais bref. Mais du coup, Bolivar, c'est autant le Venezuela que la Colombie, mais que aussi une partie du cône sud. Hein, voilà. C'est le libertador. Mais ça ne veut pas dire que le prétexte des guerres sera le même, non? Ce canot rempli de drogue était une arme flottante de destruction massive. Chaque bateau qui transporte du fentanyl et de la drogue est une arme de destruction massive. Vous vous foutez de moi ou quoi? Et vous voyez le discours. Weapon of mass destruction. Il commence à dire, les bateaux qui transportent de la drogue, c'est des armes de destruction massive. Tiens, comme en Irak où on a dit « Ah mais l'Irak, vous comprenez, ils ont des armes de destruction massive. » Non mais vraiment, franchement, le degré de propagande en ce moment aux États-Unis, c'est une folie. Le parallèle avec l'Irak, c'est une dinguerie. Vous avez le culot de dire que le prétexte pour l'Irak était bidon? Oui, parce que rappelle qu'au début du mandat de Trump, il y avait eu une espèce d'aggiornamento où ils ont commencé à dire non, mais la guerre en Irak, c'était une dinguerie, on n'aurait pas dû y aller, c'était des faux prétextes, l'invasion de l'Irak, etc. Et après, ils réutilisent les mêmes arguments de l'invasion de l'Irak pour le Venezuela. C'est une folie, bref. Que cette guerre était une erreur et que vous n'êtes pas comme ça? Mais en même temps que le Venezuela a des armes de destruction massive et qu'on doit les arrêter. Ou alors, armes de destruction massive, c'est de l'argot maintenant, genre « Hey mec, t'aurais pas une petite dose d'armes de destruction massive, s'il te plaît ?» Trump en 2016 se vendait contre la guerre consciente. Bah, vous vous rappelez pendant l'élection de Trump face à Kamala Harris, là, la dernière, là, qui a fait que maintenant il est au pouvoir, là, il y a un an, on avait des gens du chat qui étaient en mode « Ouais, mais Trump, en même temps, il va mettre fin à la guerre à Gaza parce qu'il est contre l'interventionnisme extérieur. C'est le président de la paix. » Je me rappelle de vous dans le chat. Ça fait que un an qu'il est au pouvoir. Il lance déjà sa première guerre, bah, décidément. Bref. Et au passage, je ne savais même pas que tout le fentanyl aux États-Unis venait du Venezuela. Ah oui, parce que ce n'est pas le cas. Presque aucun. Genre vraiment aucun. Et ça, encore une fois, pour comprendre aussi la panique et la paranoïa sur le fentanyl, je vous conseille une autre vidéo. Je vous avais déjà fait la promo de cette chaîne à mon précédent live. Vous avez parlé de la chaîne Skip Intro qui fait des vidéos-essais sur la propagande policière aux États-Unis, comment les séries télé policières aux États-Unis présentent la question du fentanyl, etc. Et notamment qu'il faut savoir,
Je vous fais pas toute l'histoire de la crise des opioïdes et l'addiction massive et le problème massif d'addiction au fentanyl qu'il y a en ce moment aux États-Unis, mais il y a aussi une façon de présenter le fentanyl dans les médias états-uniens, à la fois les séries TV, mais aussi en vrai sur les médias traditionnels, où le fentanyl est presque présenté comme de l'anthrax. Où par exemple, tu vas avoir des séries télé où tu vas avoir des flics qui genre arrêtent quelqu'un qui a un sac plein de drogue et ils ouvrent le sac et ils disent ah, attention, éloignez-vous tout de suite, c'est du fentanyl. Si vous respirez ne serait-ce qu'une molécule, vous allez mourir instantanément. C'est une folie. Le tiers de propagande autour du fentanyl et le tiers de désinformation autour du fentanyl. Dans les séries télé, le fentanyl, t'as vraiment des scènes, mais genre un mec qui se retrouve avec un sac de fentanyl qui lui explose à la gueule et tu le vois mourir comme ça d'une overdose. Bref, ça fonctionne pas comme ça. Il montre des vidéos de policiers qui touchent du fentanyl et qui font une overdose entre gros guillemets. En réalité non, c'est qu'en fait ils ont une crise d'angoisse parce qu'on leur a tellement dit que le fentanyl était dangereux qu'en fait ils font une crise d'angoisse. Ils ont aucun symptôme d'overdose, tous les symptômes d'une crise d'angoisse. Tout ça pour vous dire que le fentanyl est déjà construit dans la propagande états-unienne comme une arme chimique. Encore une fois, la panique autour du fentanyl comme ça ressemble énormément à la panique qu'il y a eu au début du XXe siècle sur l'anthrax, qui était... Alors, pour le coup, l'anthrax, c'est une bactérie extrêmement puissante où, en effet, pour le coup, il y a une transmission aérosol, etc., etc. On est d'accord que le fentanyl égale Codoliprane. Alors, non, c'est beaucoup plus puissant que ça. Mais après, pareil, on nous présente très souvent le fait que le fentanyl, c'est beaucoup plus puissant que l'héroïne, etc. Et en fait, ça veut simplement dire qu'il te faut une moins grande quantité pour avoir la dose suffisante. Donc ça veut dire aussi que c'est moins cher à vendre pour les dealers de drogue et que aussi c'est vendu bien moins cher que les prix du marché aux États-Unis parce que vous connaissez bref, le système de santé états-unien quoi. Comme la coke ou l'héroïne avec Reagan et Escobar Prime. Ouais, c'est ça. Mais c'est encore plus évident à quel point le fentanyl est présenté plus comme une arme que comme une question sanitaire. Et c'est parfaitement logique du coup qu'on retrouve dans la propagande de guerre contre le Venezuela ce retour-là du prétexte du fentanyl, parce qu'il y a en effet une crise sanitaire qui est extrêmement sérieuse aux États-Unis, que les États-Unis s'en battent les couilles des gens qui crèvent du fentanyl parce que bah ça fait de la thune. Mais par contre, ça justifie bien la guerre raciale contre la drogue et la guerre raciale contre les immigrants, etc. Et en plus de ça, c'est déjà le véhicule parfait pour faire le lien entre narcotrafic et terrorisme, parce que la propagande le présente tellement comme une espèce d'arme de destruction massive en mode c'est de l'anthrax ou quoi que ce soit, alors que genre tranquille, vous n'allez pas mourir si vous respirez du fentanyl. C'est beaucoup plus compliqué que ça, vous n'allez pas faire une overdose. Ça marche pas comme ça, et bref. Et c'est ce qui fait que des gens crèvent encore plus d'overdose, parce que du coup, ça veut dire que dès que tu vois quelqu'un faire une overdose, au lieu, je sais pas, d'avoir un réflexe de l'aider, de lui venir en secours, etc., ou alors, je sais pas, de lui administrer le truc qui permet de bloquer les récepteurs, de te sauver de ton overdose, bah les gens ils fuient. Parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Ce qui est ouf, c'est que le hoax c'est tellement vulgaire, tellement grotesque, et ça marche, c'est de la folie. Bah ouais, hein. Mais en même temps, quand t'as une propagande tellement quotidienne et permanente dans l'entièreté de l'édifice culturel de ton pays, bah oui, ça passe quoi. Et en plus, comme ça imite des paniques passées, notamment la panique sur l'anthrax, qui était extrêmement puissante aux États-Unis, bah ça ravive aussi déjà des schémas de pensée que les médias ont même pas besoin de t'inculquer, parce qu'en fait, c'est déjà des schémas de pensée que t'as via la panique passée qu'il y a eu sur l'anthrax. Oui, et en France aussi, il y a pas mal de... En vrai, en France, on n'est pas à l'abri de la propagande non plus là-dessus. N'allons pas tout mettre sur le dos des États-Unis. Bref, tout ça pour dire que on retrouve du coup cette panique sur le fentanyl comme justification de la propagande de guerre contre le Venezuela. En gros, El Famoso, ennemi de l'extérieur qui veut déstabiliser le pays en droguant les enfants de la nation, peut-être qu'il commence à en avoir quelque chose à foutre parce que les jeunes de la bourgeoisie commencent à être touchés par le fentanyl. Peut-être. Ou alors que simplement, dans la propagande politique, tu as différents outils à ta disposition, qui sont les outils de la culture dominante qu'il y a chez toi, et du coup, en fait, tu vas piocher dans ces outils de quoi faire des chaînes d'équivalence logique, des chaînes d'équivalence où tu vas dire, drogue égale terrorisme, égale fentanyl, égale anthrax, égale Venezuela, on leur fait la guerre. Promis, c'est pas pareil que l'Irak. Du coup, dans leur logique, comment font les consommateurs de fentanyl pour le consommer? Alors ça, c'est... On sait pas. Vraiment. On ne sait pas. C'est toujours un petit peu absent de leur logique. Ma vraie réponse. Parce que dans leur logique, encore une fois, l'épidémie de fentanyl est une épidémie très racialisée. Quand vous voyez les gens en mode fentanyl fold, les gens qui sont en mode comme ça dans la rue, etc., qui sont intoxiqués de fou, etc., c'est beaucoup des populations qui vivent dans la rue, qui sont noires, ou du moins racialisées, aussi latinos, etc. Et je pense que la contradiction entre si tu prends du fentanyl, tu vas mourir, et tiens, ces noirs n'en meurent pas, mais ils sont complètement avachis dans la rue, etc., se trouve justifié par le racisme, par l'idée que les noirs doivent avoir une constitution tellement radicalement différente de celle des blancs que
eux n'en meurent pas tout de suite, mais c'est juste des déchets parce qu'on a l'habitude de les voir comme des déchets. Je pense que c'est comme ça qu'ils examinent pas trop la contradiction entre les deux. Bon, après, le problème, c'est qu'encore une fois, comme ça a été dit dans le chat, l'épidémie de fentanyl commence de plus en plus à toucher des blancs, et notamment des blancs plutôt de la bourgeoisie. Et du coup, là, ça commence à être un petit problème parce que c'est plus très simple à justifier. Bref, du coup, reprenons Jon Stewart, le Venezuela, et la propagande de guerre, et à quel point ça ressemble à la guerre en Irak. Je voulais pas en arriver là, mais vous me forcez la main. Si vous ramenez la géopolitique du début des années 2000, on va être obligé de ressortir les vieux clips légers des années 2000. Parce qu'on dirait que vous utilisez les mêmes éléments de langage que les conservateurs de l'époque. Pourquoi c'était si important de faire tomber Saddam Hussein? Son régime soutenait activement et coopérait avec des réseaux terroristes. Des réseaux terroristes? C'est les pires des réseaux. Même en incluant Free Mobile, c'est le pire des réseaux. Et vous ne devinerez jamais où sont les terroristes maintenant. En Iran, avec les gardiens de la révolution et même le Hezbollah, ils ont planté leur drapeau sur le territoire vénézuélien avec la coopération totale du régime. Donc, l'Irak, c'était des terroristes qui étaient potes avec l'Iran, et maintenant le Venezuela, c'est des terroristes et ah bah tiens, l'Iran. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, l'Iran, du coup? Attends, parce que c'est... Oui, genre, tu sais, Daesh, le Hezbollah est au Venezuela. Mais bien sûr, le Hezbollah est au Venezuela, bien évidemment. Oui, c'est les tunnels du... Oui, c'est ça. Il y a les tunnels du Hamas qui sont sous Caracas. Mais c'est vous dire à quel point les Latinos, c'est les Arabes des Américains. Enfin, après, les Arabes aussi sont les Arabes des Américains. Mais bref, vous avez compris, quoi. Maria Corina Machado a littéralement dit que le Hamas s'est installé au Venezuela, no lie. Ah oui, la fameuse prix Nobel de la paix, dont on a parlé la dernière fois, qui est en réalité... qui se trouvait bizarrement, incidemment, dans le palais présidentiel au moment du coup d'État contre Chavez. Mais pas du côté des gens qui se faisaient coup d'État, mais les gens qui faisaient le coup d'État. Bref. Voilà. Donc cette chère prix Nobel de la paix, l'opposante à Maduro, a utilisé l'argument du Hamas pour... Ouais, bon, c'est logique. Hein, c'est logique. En partant en guerre contre le Venezuela, on part en même temps en guerre par procuration avec l'Iran? Je suis convaincu. Si je me rappelle bien, la guerre d'Irak, ça a duré jusqu'à maintenant, en fait. Tu disais quoi sur ça à l'époque? Je pense que ça sera du gâteau. Je pense pas que ça sera un combat très difficile. Oui, parce que rappelle au début de la guerre d'Irak, ils étaient en mode mais c'est facile, on va y aller in and out en 2 secondes, on va les défoncer. Ils en ont fait 2 des guerres et encore maintenant c'est le bordel. Encore aujourd'hui, on n'est pas sorti de la guerre d'Irak. Bref. Je pense que le plus triste, c'est que ce vieil Américain de merde dont personne connaît le nom en France ne sera pas là pour le voir. Et donc voilà, et donc même pour le Venezuela, ils disent mais c'est bon, in and out, on va y aller, on va les défoncer, on va en ressortir, ça va être piece of cake, ça va être génial, on va vraiment y aller rapidement, car toutes les guerres qu'on a fait, on s'est jamais enlisé dans des guerres impérialistes. Mais en fait, non, parce qu'en fait, la dernière fois, attendez, parce que moi j'ai vraiment la réponse. La dernière fois, ils se sont enlisés dans des guerres impérialistes parce que c'était à l'autre bout du monde. C'était loin, le Moyen-Orient, c'était un peu... C'était très très loin. Alors que maintenant, c'est juste en bas de chez eux. C'est sur le même continent et tout. Bon, certes, c'est très très loin aussi, parce que quand même, le continent américain est très très grand. Mais là, c'est à côté. Donc ça va être plus simple, quoi. Genre, c'est... Impérialiste, tu veux dire guerre pour la liberté. Oui, pardon, oui, guerre pour la liberté. Pardon. Et la démocratie, surtout. Surtout la démocratie. C'est marrant parce que j'adore cette carte, parce que là, tu vois les... Ah, il y a la France là qui est là. Ah, mais il y a la France qui est là aussi. Ah, mais c'est fou. Et du coup, la France, on fait quoi, nous? Je rappelle qu'en 2017, c'est allé attraper la veste de Mélenchon parce qu'il voulait rentrer dans l'alliance bolivarienne, parce qu'il était en mode, bah écoutez, on a la Guyane à côté, on a la Guadeloupe, la Martinique, enfin, on a quand même la France sur les 5 continents, etc. Bah, du coup, autant que rentrer dans l'alliance bolivarienne pour les Amériques, parce que, bah, en fait, du coup, autant faire que les territoires français qui sont en Amérique latine et dans les Caraïbes puissent bénéficier de la coopération économique aussi là-bas. Et on déclare la guerre au Suriname pour le kiff. Ouais, bah écoute, why not, hein. Mais vous savez quoi? Putain, je vais même pas me retenir. On sort tout. Irak, Venezuela, sortez tout. On leur laisse une chance de faire ça à l'amiable. Mais si ça ne marche pas, on le fera à la dure. La manière facile, très très bien. S'ils veulent faire la manière difficile, très bien aussi. Les armes chimiques menacent les États-Unis. Le fentanyl est une arme chimique qui menace les États-Unis. Les terroristes d'Al-Qaïda en Irak. C'est l'Al-Qaïda de notre hémisphère. Mais vraiment, c'est une folie. Il y a tout. Il y a littéralement tout. C'est vraiment genre les armes chimiques d'un côté, le fentanyl comme arme chimique, etc. Oui, en plus, oui, c'est ce qu'il vient de dire. Il laisse le fentanyl, il vient pas du Venezuela, mais bon, de toute façon,
Le jour où ils diront des trucs vrais sur le fentanyl aux États-Unis, je pense que les poules auront des dents et les cochons vont voler, si on veut le dire à la britannique. C'est le même truc, le soft way ou le hard way, il y a tout, il y a tout, il y a tout. L'Al-Qaïda de notre hémisphère. Après, encore une fois, c'était pareil sur Gaza, c'était que le Hamas, c'est Daesh. Alors du coup, ils disaient c'était Daesh. Alors pour les Européens, ils disaient le Hamas c'est Daesh parce que Daesh avait fait des attentats terroristes chez nous. Et pour les États-Unis, ils disaient le Hamas c'est Al-Qaïda. Donc en fait, chacun a son terroriste de comparaison, vous savez, voilà. Liberté et démocratie. Démocratie et liberté. Si vous trouvez que ça devient confus, vous n'êtes pas seul. Même les sénateurs ne savent plus distinguer entre les guerres de Bush et de celles de Trump. Voilà le sénateur Tom Cotton, ce week-end. Je pense que le président Bush a tous les pouvoirs constitutionnels pour frapper... C'est tellement pareil qu'un sénateur, au lieu de dire Trump, il a dit Bush. Tellement, c'est c'est une cassette qui rentre dans le crâne et ils redisent la même chose, ces putains de perroquets. En plus en disant une dinguerie. Comment ça, il a toute la latitude et le pouvoir constitutionnel de frapper des bateaux dans les eaux internationales? Non, votre constitution ne touche pas à ça. Non, en fait, les eaux internationales, c'est illégal. Non, il y a pas. Non, tu ne peux pas te décréter d'avoir le droit d'assassiner des gens en eau internationale. Ta constitution ne dit rien. Petit lapsus freudien. C'est comme appeler son prof maman. Au milieu d'un crime de guerre. Ces guerres ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, l'administration Bush insistait lourdement pour dire que la guerre en Irak n'avait rien à voir avec le pétrole. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. Littéralement rien à voir avec le pétrole. Littéralement rien. Non, rien à voir avec le pétrole, je vois pas ce que vous voulez dire. Comment ça, on a saisi un bateau pétrolier au large du Venezuela? Non, rien à voir avec le pétrole. La seule leçon retenue de l'Irak, au-delà des armes de destruction massive, du fentanyl et blablabla, c'est qu'il pourrait aussi y avoir un petit bonus à cette guerre. Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole du monde. Hein, Venezuela, ils ont du pétrole, hein, faut bien le répéter sur Fox News, parce que tous les bons, je regarde Fox News, vous pouvez faire des investissements là-bas, hein, voilà, ils ont du pétrole. Beaucoup de pétrole, de l'or. Ils ont de l'or en plus. Ils ont de l'or, ils ont des terres rares. Je sais pas c'est quoi les terres rares, mais c'est rare. Du coup, on les veut, on veut tout. Donnez-nous l'or vénézuélien. Les nouvelles cités d'or. Esteban Zia, Tao, le Condor. C'est génial. Oui, non, les gens, je sais ce que c'est les terres rares. Les terres rares, c'est tout ce qui sert à faire les batteries pour les téléphones, les machins, etc. C'est tout ce qui fait fonctionner l'industrie des hautes technologies. Je suis sûr qu'il y a plein d'Américains qui rêvent de faire du business sur le territoire vénézuélien. Je suis sûr qu'il y a des entreprises américaines qui aimeraient faire du business avec le Venezuela. Ce serait bien si on avait le contrôle sur un futur président qu'éventuellement on mettrait en place après avoir fait la guerre, je sais pas, peut-être. Je ne pensais pas que cette guerre était une bonne idée. Mais bon, si ça peut redonner le sourire aux manias du pétrole... Mais bon, en gros, toutes les excuses bidons utilisées pour justifier la guerre désastreuse en Irak ressortent aujourd'hui pour justifier une guerre au Venezuela. Alors comment cette guerre ne serait-elle pas encore un enlisement militaire à l'étranger? Facile, il suffit de redéfinir les mots. Et là, c'est la dinguerie. Vous n'êtes pas prêts. En quoi c'est pas une ingérence étrangère? L'Amérique d'abord, ça veut dire qu'on doit dominer l'entièreté de l'Occident. Si on se concentre sur l'Amérique et l'Amérique d'abord, ça veut dire qu'on doit d'abord dominer notre continent. L'Amérique du Sud, ça veut aussi dire l'Amérique. Et l'Amérique du Il y a Sud, marqué c'est Amérique l'Amérique. dans Amérique du Sud. Donc c'est à nous. Si on dit America First, c'est notre espace vital. Hein? Bah ouais, bah, c'est l'Amérique, quoi. C'est à nous. C'est l'hémisphère américain. C'est pas un hémisphère, déjà c'est un continent. En fait, l'hémisphère, c'est plutôt nord-sud en règle générale. Ça fait pas une moitié de la sphère. Si tu regardes juste le continent américain, il est pas aussi large. Ouais, il est très large, hein, mais il est pas aussi large que ça. America First, c'est l'hémisphère occidental. Alors déjà, d'une hémisphère occidental, ça veut rien dire parce que c'est une sphère. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une sphère. Donc en fait, l'Occident des uns et l'Orient des autres. Mais bon, on n'est pas à ça près. Hein. En quoi la guerre contre le Venezuela ne sera pas une ingérence étrangère? C'est parce que le Venezuela, c'est à nous, vu qu'il y a marqué Amérique dans Amérique latine et qu'on est l'Amérique. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi les gauchistes sont très attachés au fait de ne pas appeler les États-Unis l'Amérique? Est-ce que vous comprenez pourquoi les gauchistes disent les États-Uniens et pas les Américains? Est-ce que vous comprenez maintenant? Je sais que, oh là là, États-Uniens, ça veut rien dire parce que ça veut juste les dire les États-Unis, mais en fait, il y a aussi d'autres États-Unis, il y a aussi d'autres pays qui s'appellent les États-Unis, le machin truc, etc. Certes, mais c'est avant tout pour ne pas les appeler des Américains. Parce qu'après, ils croient un petit peu trop que c'est à eux, tout ça. Oui, à force, ils finissent par y croire.
Et pourquoi Trump s'est empressé de renommer golfe du Mexique golfe de l'Amérique? Pour dire que le Mexique, c'est un peu l'Amérique. Et comme ils disent en mexicain, mi casa es tu casa. Non, tu casa es mi casa, pas l'inverse. Casse-toi de chez moi, mais chez toi, c'est chez moi. Amérique du Sud, il y a littéralement Amérique dedans. South America literally has a name, America in it. Literally. I mean, South America, right? So it's like, it's America. Donc c'est à nous, il y a littéralement notre putain de nom dedans. On possède cette merde. Vous comprenez pas? La politique étrangère des États-Unis, ce n'est plus tuer des gens là-bas, c'est tuer les gens directement ici, dans notre propre fuseau horaire. C'est un vieux adage. Chiez là où vous mangez. C'est la nouvelle doctrine de Trump. Ça n'a rien à voir avec des démocraties stables, c'est une question d'influence. La Russie garde son influence, la Chine aussi. Alors bon, ça, je sais que vous êtes un peu anti-chinois les États-Unis, mais penser que les États-Unis considèrent que la Chine peut avoir sa sphère d'influence, c'est très très mal comprendre. Le concours de bits impérialiste entre la Chine et les États-Unis en ce moment, mais enfin des États-Unis et la Chine en ce moment, surtout, ouais. Mais oui, vas-y. Et nous, on prend l'Amérique du Sud. Mais après, encore une fois, voilà, c'est la doctrine Monroe depuis le début. La doctrine Monroe qui consiste à dire que l'Amérique latine, c'est l'arrière-cour des États-Unis et que du coup, on peut faire tout ce qu'on veut en Amérique latine parce que de toute façon, c'est un petit peu chez nous et que si on arrive à sécuriser nos intérêts en Amérique latine, qu'en fait, que les intérêts stratégiques des États-Unis consistent à contrôler l'Amérique latine. Donc c'est une vieille doctrine états-unienne qui n'a jamais fini, en fait. Encore une fois, l'Empire n'a jamais pris fin. Les États-Unis ne sont plus le phare brillant dans la nuit. C'est juste une petite famille massieuse de plus qui se partage les territoires. Et c'est comme ça qu'ils aiment ça. Et plus loin que ça, c'est juste 2005 encore une fois. Oui, bon, après, ils font un sketch. Donc voilà. Globalement, le Venezuela is the new Irak. La propagande de guerre qui est diffusée au peuple états-unien, c'est la même. Ils ont juste recyclé, rinse and repeat, etc. Et dire que Jon Stewart est l'idole de Yann Barthès. Bah, je trouve que c'est assez marrant parce que Yann Barthès, il a vraiment son truc. Il veut vraiment imiter ce genre de late show. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que pour regarder beaucoup, notamment John Oliver, en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce genre de monologues et de chroniques qu'ils font dans les late shows ont souvent tendance à être beaucoup plus radical que ce que fait Quotidien. Hein. Quotidien, il garde le côté lol, on fait de l'infotainment, on a des petits rires, etc. Mais genre, tu prends par exemple John Oliver, c'est un peu radical ce qu'il raconte quand même. Bon, après, il a toujours des conclusions très très sauce d'aime, très il faudrait réformer ce tel truc, etc., etc. Mais tu regardes son truc, t'as envie de faire la révolution, tu vois. Donc bon, Barthès c'est très libéral. Ouais, mais surtout, il n'arrive pas à formuler une critique aussi articulée du pouvoir que peuvent le faire parfois les late shows américains. Et encore une fois, c'est beaucoup plus simple pour eux sous Trump que ça ne l'était sous Biden. On va pas se mentir. Sous Biden, il y avait que John Oliver qui était encore, qui tenait encore la baraque. T'as encore ce bipartisme entre démocrates et républicains qui fait que quand il y a un républicain, tu tapes à bras raccourcis, tu fais la révolution, etc. Et quand c'est un démocrate au pouvoir, t'es un petit peu plus gentil et tu dis oh là là, ces républicains, ils sont quand même méchants. Donc voilà. Mais le problème, c'est qu'Yann Barthès, il suce le pouvoir. Donc ça risque pas de. Voilà, quoi. Kimmel, c'est déjà too much pour Trump. Bah oui. Ça aide aussi aux gens qui font ce genre de night show, des late night show, je sais pas quoi là. Ça les aide à être un peu plus radicaux parce qu'ils sont directement attaqués par le pouvoir. Donc bon, c'est plus facile pour eux de se dire bon, bah tu m'aimes pas, mais moi non plus je t'aime pas, quoi. Barthès, c'est archi dépolitisant. Tout par le petit bout de la lorgnette, le symptôme sans la cause. Bah ouais, mais aussi c'est parce que simplement je trouve qu'ils ont aussi des meilleurs auteurs aux États-Unis. Hein. John Oliver, il a une écriture. C'est pour ça que je préfère John Oliver aussi à Jon Stewart, c'est parce que aussi John Oliver a beaucoup plus une écriture journalistique très très fouillée, avec un humour qui est peut-être un peu moins mordant, mais un fond vraiment de très bon journalisme en fait. Donc bref, on se fait pourquoi je fais un tunnel sur les late shows états-uniens, pardon. Oui, aussi John Oliver est britannique. Ça aide. Après, ces auteurs sont pas forcément britanniques. Hein. Encore une fois, c'est pas eux qui écrivent ça. Hein. C'est leurs auteurs qui écrivent et eux, ce sont les porte-paroles. Ça reste des comédiens qui disent un texte écrit par des auteurs, des journalistes, etc., etc. Mais en effet, John Oliver, il est britannique, il est sur HBO, il a une plus grande liberté éditoriale dans son équipe, et c'est ce qui permet aussi de faire ça. Oui, du coup, donc, ce qui se passe en ce moment contre le Venezuela, c'est une redite de l'Irak. On le voit dans la propagande, on le voit partout, etc. Donc vraiment, faut vraiment garder les yeux ouverts sur ce que va faire les États-Unis sur le Venezuela, parce qu'il y a énormément d'enjeux. À la fois un enjeu du contrôle de tout l'espace latino-américain, parce qu'il ne faut pas
non plus être dupe de croire que ça ne s'arrête qu'au Venezuela. Encore une fois, je vous renvoie à l'article qu'on avait lu sur l'article du Parisien là, sur ce pêcheur colombien dont la famille a été entièrement massacrée par l'armée états-unienne parce qu'ils étaient sur un bateau et qu'apparemment c'est pas bien d'être sur un bateau. C'est aussi des Colombiens qui meurent dans cette guerre. Et en fait, c'est encore une fois tout le contrôle de l'Amérique latine qui est en jeu. Alors ils ont de la chance. L'Argentine, c'est Milei, donc ils ont un bon appui à droite. Au niveau du Chili, c'est un peu finito, je pense. Donc le cône sud, fidèle à sa réputation d'être le cône sud, c'est-à-dire d'être les droitards et les privilégiés de l'Amérique latine, ils sont largement contrôlables et plutôt à droite, etc. Mais par contre, la Colombie, le Venezuela, c'est un petit problème. Le Mexique, gros petit problème. Encore une fois, je vous renvoie à mon react sur la manifestation de la génération Z au Mexique. Voilà, faut pas être dupe, c'est un enjeu pour le contrôle de l'entièreté de l'espace latino-américain. C'est un enjeu pour la survie et la revivification de l'impérialisme états-unien. Rappelle que un des enjeux principaux du contrôle des États-Unis sur l'Amérique latine, c'est aussi que l'Amérique latine se tourne de plus en plus son économie, et notamment ses débouchés économiques sur les terres rares, sur le pétrole aussi pour le Venezuela, vers la Chine, et qu'il y a un enjeu en ce moment de guerre économique pour le contrôle de l'Amérique latine entre la Chine et les États-Unis, et qu'une grosse partie aussi de ce qui se passe en Amérique latine rentre en compte dans la guerre économique des États-Unis contre la Chine. Donc il y a aussi ça, d'imposer sa nouvelle Pax Americana, et au passage là-dedans, c'est une évolution doctrinaire. Jusqu'ici, l'Amérique latine était maintenue par la CIA, on met des coups d'État, on profite de l'opposition bourgeoise et des militaires qui leur sont fidèles pour faire un petit coup d'État, mettre à la tête un bon dictateur ou président de droite qui sera surtout aligné aux intérêts états-uniens, etc. Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer avec le Venezuela, c'est aussi que c'est un retour des bottes américaines sur le sol latino-américain. Pendant très longtemps, encore une fois, les États-Unis pariaient sur la bourgeoisie latino-américaine pour faire le sale boulot avec l'aide des dollars américains, des dollars de la CIA. Sauf que là, on a un retour massif de ce fait militaire, comme je commentais depuis des mois et des mois, le retour massif du fait concentrationnaire sur le territoire américain. Donc c'est une nouvelle évolution. Et jusqu'à, comment dire, plus que jamais, l'Amérique latine se retrouve face à la colonisation qui n'a jamais pris fin et face à la domination nord-américaine, quoi. Et rappelle que bon voilà, encore une fois, ok, pas ouf de dire la France est présente sur les 5 continents. Tant qu'à dire ça, autant suivre cette affirmation des faits et bien regarder en direction de l'Amérique latine et les regarder en tant que nos voisins et nos frères et pas simplement en tant que un truc loin qui concerne surtout les États-Unis parce que ça nous concerne directement et surtout c'est des précédents militaires qui vont avoir des impacts aussi sur l'entièreté des puissances mondiales, quoi. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.